mai 93 et octobre 93 que Rosier se fait tuer. Alors, pour aller vite, Rosier, pendant cette époque de la Révolution, eh bien, d'abord, en 89, et là aussi c'est intéressant parce qu'il fait la franc-maçonnerie de Villermoz, eh bien, elle a des œuvres caritatives et notamment une société philanthropique ou de bienfaisance chrétienne, qui distribue des secours aux gens en difficulté. Donc, alors on l'appelle pas bureau de charité, mais enfin bienfaisance chrétienne, c'est très proche. Donc, on fait des secours en pain, en charbon, on travaille, on monte des ateliers, des ouvroirs, comme on fait en période de crise. Donc, il est actif dans ce domaine. Et puis, il va devenir citoyen curé de Saint-Polycarpe. Alors, il me semble qu'il y aurait une chose importante à étudier là-dessus, c'est son histoire financière. Parce que la Révolution, elle lui crée de grands désagréments, étant donné qu'il avait un bénéfice ecclésiastique, d'une paroisse d'ailleurs de Champagne. Bon, vous savez ce que c'est, à l'époque, on avait un bénéfice, on n'y allait pas, il y avait quelqu'un qui faisait le boulot et on touchait des revenus. Eh bien, il perd son bénéfice, c'est tout supprimé. Il perd ses fonctions au niveau du jardin de l'école d'horticulture. Il devient professeur au collège de la Trinité, mais c'est le désordre complet. Donc le collège de la Trinité marche pas. Donc en somme, il paraît aussi qu'il a des sœurs à charge. Donc certainement il est possible qu'il ait eu des problèmes, on pourrait dire financiers, qui, ne sait-on jamais, pourraient expliquer aussi qu'il soit devenu curé de Saint-Polycarpe. Saint-Polycarpe, donc paroisse créée pour l'occasion, non pas par l'Église, mais par la République, et donc c'était en quelque sorte bon à prendre. Et donc pour des raisons qui peuvent être complexes, eh bien, mais je pense quand même que pour lui, il n'y a pas de doute que l'ordre nouveau, c'est le bon. Il adhère à la Révolution. D'ailleurs, en 89-90, presque tout le monde est pour la Révolution, est pour le changement. C'est la grande illusion fraternelle, c'est l'idée d'un avenir radieux. Donc, en quelque sorte, compte tenu de son esprit d'avant, donc c'est un savant, c'est un franc-maçon, tout ça, en quelque sorte, il baigne dans une culture du changement. Donc, en quelque sorte, je pense que devenir curé de Saint-Polycarpe, ça va très très bien dans la logique de toute son existence. Et il exerce la fonction de curé avec 4 vicaires. Là encore, il y aurait à travailler sur les vicaires. Il paraît qu'il traduit même en français une partie des cérémonies, paraît-il les vêpres. Alors ça, c'est intéressant parce que l'idée de traduction en français, ça montre, c'est assez typique, il faut que le peuple comprenne. Donc, ça montre, c'est bien typique de l'esprit des Lumières, même si ça s'est peu fait. Et puis, il va très vite se rendre compte que cet ordre nouveau, en fait, devient un désordre innommable, et il va même, je crois, protester par exemple, contre des journalistes qui mènent des accusations infâmes. Pendant le siège, eh bien, il va proposer d'envoyer une délégation de vieillards discuter avec Dubois-Crancé qui assiège Lyon. Mais évidemment, les autorités de Lyon vont empêcher cette espèce de tentative de conciliation qui aurait cassé le moral vraisemblablement. Et donc, vous le voyez, il me semble que dans ces dernières années, ces derniers jours, il est complètement dépassé, je pense. Et donc, en quelque sorte, dans la nuit des 28-29 septembre, donc si vous voulez, un peu plus de 8 jours, une dizaine de jours avant la fin du siège, eh bien, il est tué par un boulet. Et donc, il me semble que sa mort est quasi symbolique de ce que fait la Révolution. Sur ma feuille, vous voyez, je vous ai mis la Révolution comme triomphe des extrêmes. C'est-à-dire que, en fait, Rosier
toute sa vie, semble avoir cru qu'il n'y avait pas d'opposition entre sa position de savant, de prêtre et de franc-maçon. En somme, il était pour, un monde de progrès, un monde, là aussi, un monde de, de conciliation, d'œcuménisme. Et puis, son rêve, qui est typique des rêves des Lumières d'ailleurs, eh bien, son rêve se brise sur, une conséquence des Lumières complètement imprévue, à savoir une guerre civile atroce et à savoir une dictature. Et il me semble que, dans une certaine mesure, il meurt au bon moment, si l'on peut dire, parce que après 93, la radicalisation y est. Et alors c'est pour ça que je vous ai mis 3 flèches. On peut dire, après 93, c'est le 19e. C'est-à-dire qu'il va y avoir des Lumières très anti-religieuses. Alors on n'a pas le temps, mais par exemple tout le socialisme, je pense à Saint-Simon. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces révolutionnaires vont dire le christianisme c'est fini. Il faut faire un nouveau christianisme, une nouvelle religion. Et Saint-Simon, en se prétendant socialiste, veut faire ça. Et puis alors, il va y avoir tous les courants de différents ordres. Alors la franc-maçonnerie qui reprendra peu à peu de manière anticléricale, vous aurez le fouriérisme, vous avez tout ça. Lyon d'ailleurs étant un des foyers importants. Donc, inutile d'en dire trop là-dessus. Vous aurez le catholicisme réfractaire qui va devenir un catholicisme intransigeant. L'insola est en quelque sorte, on pourrait dire, l'archétype de ce catholicisme qui, ayant subi le feu de la persécution, eh bien, devient très nettement contre-révolutionnaire, alors que tout au début de la Révolution, ça n'était pas du tout le cas. Et l'Église donc du XIXe siècle sera dans le camp, on pourrait dire, anti-révolutionnaire, anti-droit de l'homme et je ne sais quoi. Et puis vous avez un entre-deux qui mériterait d'être mieux connu et qui est très important, c'est l'école mystique lyonnaise. Alors voilà un livre qui est ancien, Joseph Buch, l'école mystique de Lyon. C'est-à-dire qu'en somme, il y a une postérité de Rosier, du moins de l'univers dans lequel il est, qui est l'école mystique de Lyon. Alors je vous cite quelques noms. Ampère, ça vous dit quand même quelque chose. Ampère, c'est un mystique. Il est non seulement savant, mais il est encore quelqu'un qui, au niveau religieux, se veut de très haut vol. Ballanche, je ne sais pas si vous connaissez, Ballanche, c'est l'un des membres, vous savez, du salon de Madame Récamier, avec Chateaubriand. Par exemple, qui est-ce qui parle le premier du génie du christianisme? C'est Ballanche. Et il inspire Chateaubriand. Alors, il va publier son livre, La palingénésie sociale, en 1833, qui est une espèce d'idée en quelque sorte, de rénovation du monde, tout ça. Il va influencer beaucoup de monde parce que il est très utopique, il est ésotérique, il est mystique aussi. Et puis, il y en a d'autres. Il y a par exemple Julien Bredin, Victor de la Prade, Blanc de Saint-Bonnet, Paul Chenavard, qui sont des personnalités lyonnaises de l'art, de la littérature, tout ça, qui jouent un rôle considérable. Alors, on pourrait citer aussi le peintre Jean Maud. C'est l'école mystique lyonnaise, c'est la peinture. Donc, ces gens-là, et puis il y en aurait beaucoup d'autres, eh bien, en quelque sorte, vont continuer cette espèce de courant, de recherche, qui est acrobatique parce que ils se veulent à la fois bons catholiques et en même temps chercheurs de mystère, quoi. C'est l'ésotérisme chrétien. Et en quelque sorte, donc, Rosier me paraît là-dedans, même s'il n'est pas très bien documenté.